Aston Martin qui peut ne faire que 10 tours ce week-end, Ferrari qui innove avec un aileron, kebab, une première en Formule 1 et Mercedes qui trafique ses moteurs. Bienvenue dans ce premier épisode de Parlons peu, parlons F1. Épisode du coup qu'on va sortir je pense pendant le week-end de Grand Prix d'Australie. C'est un peu notre épisode pour commencer la saison même si du coup on est un peu en retard entre guillemets. On va être un peu sur trois sujets sur cet épisode. On va parler un peu de ce qu'on a pu voir et ce qu'on a retenu de cette intersaison, notamment récemment des différents tests qu'il y a pu avoir soit à Barcelone, soit à Bahreïn, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Après, on partira sur un petit prono de ce qu'on pense voir dans la saison, que ce soit au niveau pilote, constructeur, enfin, pas un classement, parce que sur une nouvelle réglementation, ça sert à rien, c'est encore trop tôt. Mais voilà un petit classement de ce que on attend de cette saison de Formule 1 2026. Et pour finir, nos pronos pour ce Grand Prix d'Australie. Oui, enfin après, je sais pas si prono, ça a forcément beaucoup de sens, mais en tout cas, Hmm. voilà quoi, essayer Nous attendons peut-être aussi. nos attentes, nos projections peut-être pour ce qui peut se passer. Ouais, voilà. Bien, je suis Célestin, je suis accompagné de Hugo et allons-y. Du coup, sur cette intersaison, qui est une intersaison assez mouvementée, je pense que Hugo, tu es assez d'accord avec moi par rapport à ça. Clairement. Vous l'auriez remarqué, c'est une saison qui sera particulière parce que c'est la première fois dans la Formule 1 qu'on a eu un changement de réglementation moteur et aérodynamique. La dernière fois qu'on a eu un changement de réglementation moteur, c'était en 2014 avec l'introduction des V6 hybrides. Et au niveau aérodynamique, c'est la réglementation 2022 avec les voitures à effet de sol. Premier point, moi, qui m'a beaucoup inquiété, surtout pendant cette période, par rapport à ce qu'on a pu entendre et voir sur la précédente saison. Personnellement, j'ai envie d'aborder le cas Williams. C'est un truc qui m'a un peu intrigué et un peu fait peur sur le coup, notamment fin janvier, début février. C'est que, pour ceux qui savent pas, du coup, Williams, ça fait depuis 2020 que ce n'est plus la famille Williams qui les tient. Ça a été racheté, si je ne me trompe pas, par Dorilton Capital. Et après, il y a eu beaucoup de changements. 2023, on a l'arrivée de James Valls, qui était responsable de la stratégie, si je ne me trompe pas, chez Mercedes, qui est parti du coup chez Williams pour être directeur de l'équipe. Euh, Beaucoup de changements dans l'équipe, car de ce qu'avait dit James, c'est qu'il arrivait et ses limites, l'écurie utilisait encore des logiciels qui dataient de 90, je crois, je suis plus très sûr de ce que je dis, mais que pour les stratégies, j'utilise juste des tableaux Excel. J'ai vu ça, je fais pardon. Donc c'est une... Tu l'as vu dans Drive to Survive, ça. Ah ouais, c'est dedans. Non, non, c'était vraiment une blague. Oh putain. Je pensais vraiment, et venant de Drive to Survive, ça me surprendrait pas. Tu sais, tu lances Drive to Survive et ils disent, ouais, mais en fait, Williams, nous, on fait nos stratégies avec Snake, en fait, voilà, c'est comme ça qu'on fait nos stratégies. Non, Tout pour dire relaxation avec eux. t'as vraiment une interview du journaliste là, Will Buxton, comme ça qu'il s'appelle, Oui. de Will Buxton qui fait. Et en fait, Williams utilisait encore Excel pour faire ses stratégies. James Bond s'était terrassé. Je crois qu'on se rend pas compte de la catastrophe que c'était. Pourquoi j'ai fait les voix des doublages américains. Bref. Will Buxton, on rappelle, qui est la grande personne qui a dit que partir en pole position pour gagner une course, c'est plus simple parce que du coup, on part premier et tout le monde est derrière soi. Voilà, je Et trouve ça, que ça, c'est et important. ça c'est à méditer. Voilà, comme l'a dit un grand homme, let's add this to the word of wisdom. Mais du coup, pour revenir sur Williams, Valve est arrivé, du coup, 2023 et 2024, des saisons avec notamment Albon qui performait pas trop mal, mais Logan Sargent c'était un peu compliqué. Beaucoup de restructuration en interne pour revoir comment faire en sorte pour être performant avec Williams, parce que je veux pas être méchant, enfin pour ceux qui savent pas, Williams c'est des saisons où ça faisait 0 point. 2019, je crois qu'il marque 1 point sur toute la saison. C'était Kubica à l'époque. Beaucoup de choses qui ont été mises en place. Sainz, qui a été le gros point du projet, qui a signé du coup après qu'il s'est fait entre guillemets virer de chez Ferrari, même si j'ai pas ce mot-là, avec l'arrivée de Lewis Hamilton. L'année dernière, Valve nous expliquait qu'ils allaient très peu développer la voiture 2025 pour concentrer toutes leurs ressources sur 2026. Je crois que le développement de la voiture 2025 s'est arrêté vers avril-mai, quelque chose comme ça. Donc, beaucoup d'attentes pour 2026. Et là, on arrive fin janvier, début février. On apprend que Williams ne sera pas aux essais de Barcelone parce que la voiture ne passe pas les crash tests. Que la voiture aurait. Alors, le chiffre varie beaucoup. Et du coup, j'ai pas de chiffre exact à dire. Mais
la voiture serait avec un gros surpoids. J'ai vu ça parle entre 10 et 40 kilos, ce qui est énorme. Donc personnellement, ça m'inquiète un petit peu. Là, Valve en parlait récemment que ça a été encore compliqué cette année d'aller chercher le top 4 des constructeurs qu'on abordera un petit peu plus tard. Mais perso, c'est un truc qui est beaucoup retenu parce que je me suis dit, c'est une écurie qui a beaucoup misé sur 2026 et ils arrivent en 2026 avec autant de problèmes. Pas autant qu'une certaine écurie qui roule sous des couleurs vertes, hein, on en reparlera après, je pense. Ah là là là. Mais... Kick Sauber, c'est ça? Comment? C'est Kick Sauber, l'écurie? Non, c'est Caterham. Ah, my bad. Ouais, t'inquiète, ça arrive, je comprends. T'as un Formule X de toute façon, donc... mais voilà, moi c'est un truc que j'ai beaucoup retenu. Enfin, je sais pas toi Hugo, parce que ce qu'on avait parlé un petit peu, que c'était un peu inquiétant quand même, parce que t'arrives, ta voiture est pas prête. Bah, d'autant plus que, en vrai, même si en 2025, c'était pas la priorité, il y a quand même eu des résultats. Bon, Sainz met un peu de temps à s'adapter, mais au final, il y a quand même, si je dis pas de conneries, il y a quand même 2 podiums. Euh, c'est ça, c'est 2 podiums, hein. Ouais, Ouais, 2 podiums, une P3 à Ouais. Bakou, et je crois la P3 au Qatar. Ouais, ça doit être ça. Bon, après, avec Qatar, on dit merci, merci McLaren. Bref, mais oui, donc bon, il a du mal à s'adapter, mais au final, ça se passe quand même assez bien sur la fin de saison. En vrai, il y a eu une inversion. Albon a très bien commencé, a un peu moins bien fini, et Sainz, c'est l'inverse. Mais c'était en fait un des projets les plus prometteurs, enfin, honnêtement, de cette grille. Après des années et des années de galère. Ils ont réussi à attirer plein de sponsors, voilà, avec des nouvelles équipes et tout, une toute nouvelle structuration. Tu réussis à attirer Carlos Sainz, qui est un des pilotes les plus en vue de la grille, qui sort de chez Ferrari. Donc, enfin, il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans le projet. Et en plus, tu te dis nouvelle réglementation. Dès le début, on a des infos comme quoi le moteur Mercedes serait le mieux avancé. Donc tu te dis, bon, Williams a mis tous ses efforts pour ça et a tout pour réussir, d'autant plus que même les éléments qui ne dépendent pas d'eux, du coup, sont en leur faveur. Donc oui, on peut en attendre beaucoup de Williams. Voilà, bon, au final, avec les essais qu'on a vus, je ne sais pas s'il y aura un aussi gros écart par rapport au moteur Mercedes que par rapport aux autres moteurs, notamment au moteur Ferrari, je pense. Je ne sais pas s'il y aura vraiment des giga écarts comme on nous l'annonçait. En tout cas, oui, c'est vrai que c'était assez surprenant, d'autant plus que ils avaient littéralement fait voter sur leur réseau à leurs fans pour choisir la livrée qu'ils auraient aux essais de Barcelone. Du coup, tout compte fait, bon voilà. Ça vraiment, Ouais, non, ça c'est. ça m'a trop fait rire quand on a eu les annonces. Genre, le point le plus important que les gens retenaient, c'est mais attendez, du coup, la livrée qu'on a votée, elle est Non, où? mais vraiment, genre, c'est. Enfin, je trouve C'est ça trop drôle. exceptionnel. Mais non, du coup, je vous avoue que, très sincèrement, bon, en plus, c'était particulier les essais parce que Barcelone, pas du tout diffusé, vraiment huis clos. Bahreïn, premiers essais, c'était la dernière heure de la journée qui était diffusée. Et les derniers essais, par contre, c'était tous les essais. C'est vrai que sur les moments où c'était diffusé, j'étais pas le plus disponible, encore une fois. Donc, j'ai pas forcément pu voir Bahreïn. Maintenant, honnêtement, je pense que, au vu de toutes les écuries, euh, ils vont pas être les plus à plaindre en fait. Enfin, c'est extrêmement inquiétant parce que encore s'ils avaient poussé 2025 à fond, on aurait pu comprendre qu'il y ait du retard. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est inquiétant. Néanmoins, je pense que ça a été beaucoup effacé par le fait que on a une nouvelle écurie, Cadillac, qui du coup part de zéro et la ramasse. Aston Ouais, Martin, c'est la déception, mais on en reviendra. Mais c'est la déception. Bref, ça nous annonçait oui. l'équivalent des Galactiques du Real de Madrid et au final, on a Carquefou. Ensuite, C'est littéralement, on m'annonce Mission Impossible le retour avec vraiment. Tom Cruise, Daniel Craig et Et au Brad final, Pitt. j'arrive, c'est J'arrive, c'est Danny Danny Boone, Boone. quoi. Enfin, c'est littéralement ça. Et ouais, après, il y a d'autres écuries qui ont fait parler d'elle, que ce soit en mal ou en bien. Et en vrai, c'est vrai que Williams, je pense que ce qui s'est passé sur ces essais va être un peu représentatif de leur place, en tout cas sur ce début de saison. Ça veut dire que on va les retrouver dans le midfield, mais ils vont pas tellement faire parler d'eux. Ils vont essayer voilà, les pilotes vont essayer de performer avec ce qu'ils ont, mais en fait, pour être tout à fait honnête, à l'issue de ces essais,
Là où il y a clairement des tendances qui se dessinent pour d'autres écuries, je pense que je n'ai aucune idée de à quel point Williams est capable de performer en ce début de saison. Je n'ai aucune idée de à quel point ils peuvent rebondir. C'est vraiment une écurie, j'ai l'impression, qui... Il y a eu ce truc-là de c'est extrêmement grave qu'il n'y soit pas parce que ça montre qu'il y a du retard et c'est très inquiétant. À bon, bah, à Bahreïn, ils n'étaient pas dans les derniers, donc en fait, bon, c'est que ça doit aller. Donc je pense que c'est une écurie qui a vraiment réussi à passer inaperçue, si ce n'est par rapport à ce truc de Barcelone. Donc je trouve ça, en tout cas personnellement, hyper compliqué à prédire. Voilà, surtout que bah, rien ne tourne autour d'eux en fait en ce moment. Tu vois, C'est ça, même hein. là on en parle, mais sinon qui parle de Williams, honnêtement? Ah oui. Donc, donc voilà, je sais pas si Céleste a d'autres détails à apporter, mais j'avoue que personnellement, je trouve ça extrêmement compliqué de parler de Williams, mais je te rejoins sur le fait que ça reste une des énormes interrogations de ce début de saison. Bah, c'est ça. Après, genre, toi, tu parles d'inquiétude. J'ai pas tant d'inquiétude que ça parce que Williams qui misait beaucoup, je m'attendais pas non plus à aller voir dans le top 4 des constructeurs parce qu'en fait, il y a 4 Ah oui, non, mastodontes ça c'est devant sûr. et c'est compliqué d'aller les chercher. Moi, c'était plus que j'étais surpris, mais pas dans le bon sens. Après, je me dis, avec les pilotes qu'ils ont, ils étaient sur une très belle dynamique avec la saison dernière. Il n'y a pas de raison que ça va pas dans le bon sens cette année, surtout s'ils arrivent à résoudre ces problèmes de surpoids. Encore une fois, comme j'ai dit, on n'a pas les chiffres exacts parce que ça parle de 10 kilos, ça parle de 6, ça parle de 40, donc bon, entre 6 et 40 kilos, le temps autour n'est pas le même. Mais je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. De toute façon, c'était, je crois, Frédéric Vasseur qui en parlait cette saison. Ça va pas être celui qui gagne le trophée à la fin qui est le plus rapide, c'est celui qui réussit mieux le développement. Parce que entre la fiabilité et savoir comment améliorer la voiture avec ces nouvelles philosophies, ça va être un sacré bazar, je pense, et ça va vraiment être celui qui comprend mieux et qui s'en sort le mieux. Donc peut-être qu'en fait, Williams va. Je prends un cas extrême, mais peut-être qu'ils vont faire une McLaren et qu'en fait, ils vont ramener une évolution en Autriche, puis au final, le GP suivant, on arrive et ils sont en pole. J'extrapole un petit peu, mais la hiérarchie va tellement changer, je pense que je reste curieux par rapport à tout ça. Mais du coup, voilà par rapport au sujet Williams. Mais c'est vrai que bah, tu parlais de la performance des différentes écuries et que Williams c'était pas celle dont on parlait le plus. Et que aussi t'as pas pu regarder l'intégralité des essais hivernaux, enfin ceux qui étaient diffusés. Moi c'est vrai que j'ai passé un peu plus de temps que toi du coup devant une certaine chaîne française pour regarder ces essais. Euh, on va pas se mentir, aujourd'hui je dirais qu'il y a quand même 4 groupes qui se dessinent en termes de performance. Enfin 4, 5 même. Même plus, en fait, parce que c'est tellement disparate. Je tiens à quand même préciser, dimanche en Australie, soyez pas surpris si les gaps sont immenses. Je tiens quand même à rappeler, Grand Prix d'Australie 2014, nouvelle introduction du coup des moteurs V6 hybrides. Il y a, je crois, 9 DNF. Sur les 9 DNF, il y en a 8, c'est problème moteur. Lewis, il fait la pole en Australie, il finit pas le GP parce qu'au bout de 10 tours, il abandonne parce qu'il a un problème sur son moteur. Et les gaps, ils sont colossaux. Déjà, si il y a pas, il y a personne qui reste sur la grille, déjà, je pense que ce serait un miracle, honnêtement. Ah mais le sujet des départs, moi vraiment j'ai hâte dimanche juste pour le départ parce que je suis à la fois inquiété par rapport à la sécurité des pilotes, la sécurité en piste de ces départs et de toutes mes procédures de départ. En même temps je me dis ça va être un bazar monstre parce que si on se base juste sur les simulations de départ qu'il y a eu à Bahreïn où littéralement tout le monde était garé et tu voyais Lewis et tous ceux qui étaient moteurs Ferrari débarquer en mode BMW sur l'autoroute, c'est-à-dire régulateur à 180, appel de phare derrière toi pour dire dégage, ça va être merveilleux. Parce que ça veut dire, entre guillemets, que même si t'es en pôle en Australie, si t'as pas le moteur Ferrari, en termes de gestion des départs, peut-être qu'en fait tu te retrouves P10 au premier virage. C'est Georges qui en parlait, qui disait que les simulations de départ qu'il a fait à Bahreïn, c'était genre les pires départs qu'il a pu faire dans sa carrière. Et même Piastri, je crois qu'il en parlait, que c'est très compliqué parce que ces nouvelles procédures font qu'il peut vite se retrouver dans une situation où, comme je disais, t'es premier sur la grille de départ parce que t'as fait la pole, mais les départs sont tellement compliqués et importants que tu vas te retrouver genre 12e au bout du premier virage. Et ça va être un bazar monstre dimanche. Et je sais pas, comme j'ai dit, il y a un truc qui fait que je suis intrigué. Parce que je me dis, ça va être drôle à voir. Et en même temps, j'espère qu'il n'y aura pas de gros crash. Et à l'inverse, en plus, tu peux très bien avoir un Lewis Hamilton qui se qualifie P8 et qui sort deuxième au premier virage. Genre, enfin, ça va être tellement un bordel. Et en même temps, j'ai l'impression que ça va être
un délire de genre à la fois faudra être là et en même temps genre pas du tout, genre ça va être un espèce de truc de en vrai pour l'histoire 5 heures du matin et tout, mais en vrai à l'issue des 15 premières minutes, ça va juste faire DNF sur DNF. Il va y avoir des gaps monumentaux entre chaque pilote. Et juste, on va se faire chier pendant 1h50. Moi, je l'ai dit à CS, je suis pas sûr de regarder en direct, honnêtement, parce que vu la semaine que j'ai eue, je pense que je vais un peu dormir et je regarderai en replay le lendemain. Mais je pense que le début va être extrêmement fun, mais que par la suite, ça va être un peu compliqué à regarder, hein. Mais vraiment. Mais après, tu vois, tu parles de DNF. Je suis très intrigué, moi, par rapport à la fiabilité des moteurs, parce que ce qui est ressorti des essais de Bahreïn, c'est que, en fait, niveau fiabilité, Ferrari aurait le moteur qui serait, entre guillemets, le plus fiable, dans le sens où les équipes avec un moteur Ferrari sont celles qui ont fait le plus de kilomètres en piste, qui ont fait le plus de tours, du coup, et qui, surtout, ont eu le moins de problèmes de moteur. Là où d'autres écuries ont eu plus de problèmes, je crois que Mercedes a eu quelques problèmes sur le moteur, après, rien de grave, et encore une fois, vaut mieux que ça se passe en essai de pré-saison que pendant un Grand Prix, quand même. Mais je suis très curieux de voir à quel point cette fiabilité va être importante cette saison. Et du coup, comme je disais, Bahreïn, on a vu moteur Ferrari qui serait le plus fiable. Ocon, ça m'a fait rire, c'est, je crois, je sais plus si c'est la première semaine ou la deuxième semaine. Il y a Julien qui vient le voir et qui dit ah bah, qu'est-ce que t'as pensé bah, tes tests en PC et tout. Et il fait que parler du moteur Ferrari en mode mais le moteur il est super, mais il est super fiable, mais vraiment le moteur était génial et tout. Je me dis oh Esteban, calme-toi. Après, niveau moteur, Red Bull, ça a été la belle surprise, je pense, niveau moteur pour tout le monde, parce que tu sors du coup de ton partenariat avec Honda, sujet dont on parlera peut-être après quand même, parce que Honda, bon, les moteurs qui vibrent, voilà. Red Bull, du coup, est avec ce nouveau partenariat moteur avec Ford et qui semblerait aura un moteur très compétitif, chose qui, avec les rumeurs qu'on avait, même si bon, ça restait des rumeurs comme quoi le développement serait compliqué, moi, je suis plutôt agréablement surpris, même dans l'équipe. Il s'est très surpris en se disant, ah punaise, ils ont fait un très bon travail. C'est Waché qui en parlait, du coup, Pierre Waché, qui est l'ingénieur chez Red Bull, qui disait que bah ils ont fait un super travail sur le groupe moteur. Et dans une, comment dire, dans une nouvelle réglementation où le nouveau moteur va être aussi important, c'est plutôt positif pour eux. Après, Waché parlait surtout que Red Bull, ils étaient contents du groupe moteur, mais que c'était plus sur l'aérodynamisme qu'ils allaient avoir quelques soucis. Donc bon, on va bien voir, encore une fois, et c'est pré-saison. N'oubliez pas, c'est un tox, un tox, un tox et un tox. Hein. C'est qui ment le mieux, qui cache le mieux son jeu. Et vous allez voir dimanche, quand Max fera la pole avec 17 secondes d'avance, voilà, on se souviendra. Mais pour les autres moteurs, du coup, Audi, pas eu de problème de ce que j'ai vu, en tout cas. Ce qui est cool pour eux, parce que Audi qui part vraiment d'une page blanche, parce que eux, ils ont eu aucun problème avec leur moteur en étant une nouvelle écurie. Enfin, une nouvelle écurie, pas au sens de Cadillac où ils débarquent avec une page blanche au niveau des installations, mais page blanche au niveau du moteur, parce que c'est la première fois que Audi fait un moteur en Formule 1, si je dis pas tout bêtise. C'est la première fois que Audi est en Formule 1, et d'avoir aucun problème, alors que personnellement, j'étais très inquiet d'Audi, de me dire est-ce qu'ils vont réussir à débarquer en tant que nouveau motoriste et n'avoir aucun problème dans une réglementation, comme je l'ai déjà dit, où le moteur serait très important. Personnellement, j'étais agréablement surpris. Et bon, moteur Honda. On en Moteur, parle maintenant. bah, on peut ouvrir la page Aston Martin. Ça va être très long parce que je pense que c'est le plus gros sujet. Enfin, je veux dire, là en plus, on est vraiment, on enregistre à quelques heures de la première séance d'essai à Melbourne, hein, pour tout vous dire. Donc on a vraiment les dernières informations. C'est pas il y a pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'envoyais une vidéo à Céleste où littéralement Adrian Nouet disait que non, mais on doit être la 5e voiture. Je pense qu'avec le châssis, voilà, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais ouais, Ah, avec, mais que, en fait, en termes de si, puissance sur le plateau, genre, avec leur châssis, ils seraient cinquième. T'es en mode, mais comment tu peux savoir ça, Adrian? T'as pas fait un seul relais de course voilà. en essai. Comment tu peux savoir que t'es cinquième? Non, mais ouais, petite remise en contexte. Bon, Adrian Nouet qui était pour très très longtemps chez Red Bull, qui est vraiment bon, un gars qui est absolument un génie du design et de la conception des voitures, qui se barre chez Aston Martin après de longues années chez Red Bull. Donc voilà, Aston Martin, ça fait quand même
bon, depuis qu'ils sont arrivés, globalement, qu'on se dit un jour, faudrait que ça décolle un peu, que ça puisse voilà, un peu aller tutoyer les top teams. Il y a eu la très bonne phase de 2023 avec Alonso, mais c'est vrai que sinon, on restait un peu sur notre faim. Et là, on se dit, ok, un mec comme Adrian Newey qui va, ça peut être une dinguerie. Bon, Honda s'occupe de leur moteur. C'est vrai que Honda, par le passé en F1, voilà, on se souvient. Enfin, on se souvient, je regardais pas la F1 toi non plus, mais on a tous vu les images du GP2 engine de Fernando Alonso. Euh, Le fameux. le fameux. Et voilà, donc après, avec Red Bull, ça s'était très bien passé. Donc on était un peu intrigués, etc. Et puis on se dit, bon, même si ça reste Fernando Alonso avec associé à un pilote que je ne citerai pas. Mais voilà, bref, au-delà du pilotage, il n'y a pas que ça qui va pas chez lui. Bref, on n'en parlera pas plus. Voilà. Même au-delà de ça, on se dit, bon, est-ce que au moins Newey peut nous pondre une voiture qui permettra à Alonso d'aller chercher la 33e, la fameuse. Pas Oui. forcément un titre, mais au moins la 33e, quoi. Et ouais, beaucoup d'attentes, et en fait, mais catastrophe sur catastrophe. Ça fait à peine, ça fait mais 6 tours par jour aux essais, là où les autres écuries en font c'est des nombres à 3 chiffres. C'est une catastrophe. Là, les dernières nouvelles qui sont sorties vraiment tout juste aujourd'hui, c'est que la voiture serait carrément dangereuse pour des pilotes. Que en fait, avec les vibrations, Alonso a dit qu'il ne pouvait pas faire plus de 25 tours dans cette voiture. Les pilotes à Bahreïn ont été obligés de mâcher 3 à 4 chewing-gums en même temps pour vraiment genre diminuer, absorber les vibrations. Stroll a vraiment dit que c'était semblable à être sur une chaise électrique. Du coup, je me dis que quand même, on peut se foirer, hein, on peut se foirer, le moteur peut être à chier et tout, etc. Mais là, c'est un niveau qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que littéralement, on le sait, à Melbourne, il va pas y avoir beaucoup de roulage d'Aston. Déjà, si Aston fait les qualifs, ce sera bien. Si Aston fait les qualifs jusqu'au bout, s'il n'y a pas de problème et tout, je ne pense pas honnêtement, avec la voiture qu'ils ont et les performances qu'ils ont montrées à Bahreïn, que dans tous les cas, ils arriveront à sortir de la Q1. À mon avis, ça va vraiment s'arrêter dès la Q1. Et voilà, le GP, ça va être tour de formation, éventuellement on va essayer de pousser la voiture, mais je sais même pas si on va essayer de pousser la voiture, mais sur un maximum de tours, mais ça va faire 4 tours et ça va DNF. Voilà. Et c'est là où moi, personnellement, j'en viens à un point qui m'énerve un peu, c'est que, on le sait, ils viennent à Melbourne parce qu'il y a les obligations contractuelles, parce que sinon il paraît très cher, parce qu'il y a l'image de la Formule 1 qui est en jeu, et que s'il n'y a pas une des écuries au départ de la saison, bah, ça va leur foutre une mauvaise image. Ouais, mais là, si tu vas faire venir une écurie qui, dans tous les cas, va abandonner, va faire vraiment le minimum et qui va se ridiculiser et qui par la même occasion, pardon, va ternir ton image. Et je veux dire là où on essaye de mettre en avant le fait que la F1 devient plus écologique et où on te met la part entre les moteurs thermiques et électriques, où on te l'augmente de 20%, où c'est du 50-50 en te disant regardez, on est écolo, tu trouves quand même le moyen de faire déplacer toute la logistique de l'Angleterre, d'où est basé Aston Martin, à l'Australie, qui est pas un petit voyage. Et pour le coup, là où ils sont forts là-dessus, c'est que en vrai, les courses en tant que telles, le roulage des voitures ne pollue pas énormément. Ce qui pollue, c'est la logistique. Ce qui pollue, c'est le déplacement de toutes les pièces d'un pays à l'autre et le déplacement des supporters et des fans. Donc, vraiment, ce truc-là, devenir juste pour l'image, juste parce qu'il y a des contrats, juste parce qu'il y a machin, alors que derrière, ça va générer une empreinte carbone qui est absolument désastreuse, tout ça pour juste faire 4 tours et abandonner, alors que franchement, je pense que si Aston avait le choix, il n'aurait même pas été à Melbourne. Je trouve ça un peu abusé. Voilà, ça c'était la parenthèse. J'ai dit à Céleste que ça allait parler politique dès le premier épisode, ça c'est fait. Maintenant, Les pieds dans le plat. euh,
hop, bon voilà, au moins s'il y a des gens bref, ne sont pas du même bord que nous et qui écoutent ce podcast, au moins là, on a mis les points sur les i. Je pense que vous avez un petit peu bref, les idées qu'on a dans la tête. Allez, allez. Voilà, bref. Mais non, ouais, Aston, absolument catastrophique. Je pense vraiment à Fernando Alonso, qui déjà sur la saison 2025, il y a vraiment eu des moments où il en avait marre, où il a fait des courses avec des mal de dos, où il était vraiment en mode je vais au bout par respect. Mais genre, enfin, sinon j'aurais arrêté la course, j'aurais abandonné. Il reste parce que on lui promet des résultats. Et voilà, en fait, il y a eu tellement qui a été investi dans ce projet que on a promis des résultats. Voilà, lui, bref, je sais même pas. Je sais plus exactement il a fait combien de saisons F1, enfin, sa combienième saison il démarre. Mais vraiment, il reste parce que. Je saurais même plus, je crois que c'est 23 Alonso, un truc comme ça. Ouais, ça me dit. Ouais, Je vais vérifier. il me semble bref. Mais il a démarre cette saison parce qu'on lui promet qu'il va se passer des belles choses. On lui promet qu'il y aura une voiture compétitive. Encore une fois, Adrian Newey qui, en plus de faire la voiture, passe team principal. Donc voilà, il y a vraiment une direction qui est donnée. Bon, ça s'est embrouillé avant que Stroll senior tranche envers Newey. Mais il y a quand même au bout d'un moment une direction qui est donnée. Après, je te laisserai parler de Céleste du thread que tu as trouvé, parce qu'effectivement, il y a eu un thread que j'ai lu aussi avant l'enregistrement, qui en fait montre que en fait, ils étaient absolument en retard. Et ça, c'est des détails qu'on n'avait pas forcément. Euh, mais ouais, enfin, je veux dire, promettre autant, que ce soit aux investisseurs, à tes pilotes, à toute ton écurie, pour au final ne même pas réussir à faire une simulation de course, là où toutes les autres écuries y arrivent. C'est fondamentalement inquiétant, le fait que, enfin, vraiment le tableau des VMAX sur les jours où Aston a pu rouler un minimum, mais il était terrifiant, mais C'est terrifiant. catastrophique. Ah mais vraiment, là où les autres pilotes ont dit, on n'a jamais eu des voitures qui accélèrent aussi facilement en ligne droite, Aston était plafonné mais Oui. à 310, enfin ça allait pas. Les autres allaient taper du 300, genre 330, 335 facile, et Aston était mais à des années-lumière de ça. Et vraiment, même avec le thread que tu as trouvé et dont tu vas parler, je ne comprends pas à quel point on peut se foirer à ce point-là, honnêtement. Et Honda, je sais pas si c'est une malédiction, je sais pas si. Voilà, mais c'est vrai que quand Honda fait des moteurs pour Fernando Alonso, c'est catastrophique. Et Red Bull, c'est des moteurs exceptionnels. Enfin, il y a vraiment eu un tournant, et je pense que là, va falloir adopter vraiment une stratégie de accepter que le début de saison de toute façon est niqué, et de dire qu'on s'en fout et essayer de se reconstruire pour pourquoi pas commencer à performer au cours de la saison, et peut-être essayer de jouer les premières places sur les saisons d'après. Mais je pense pas honnêtement qu'en une saison Aston Martin va pouvoir se relever de quelque chose d'aussi catastrophique et jouer potentiellement des podiums ou des victoires, même si bien évidemment on est dans une nouvelle réglementation, donc il y a des choses qui peuvent évoluer vite, surtout avec certaines innovations. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même une surprise pour beaucoup de gens de les voir autant à la traîne, et de voir que en fait, ils vont même pas tutoyer le midfield, ça va tutoyer Cadillac. Qui vraiment arrive de nulle part, quoi. Donc ouais, extrêmement inquiétant en tout Et cas encore, cette situation. Et encore, c'est même pas sûr. c'est ça le problème. Mais déjà, tu parlais de Newey, faut savoir quelque chose, parce que c'est vrai qu'on a tous cette image de Adrian Newey, quand même, je pense, peut-être l'ingénieur, enfin le designer plus connu et plus titré de l'histoire de la Formule 1. Enfin, Newey, quand même, on parle d'un mec qui a, je crois, 12 titres constructeurs et 14 pilotes, donc c'est quand même des belles stats. Euh, Newey, pour ceux qui ne savent pas, il a été du coup ingénieur chez Williams dans les années 90, avec lesquels il y a eu les grandes heures de Williams, sur lesquelles ils prennent quoi 5 titres en 6 ans, je crois. Il y a eu Mansell, Prost, Hill et Villeneuve, et il y a juste eu 2 années où c'était Schumacher qui les a pris au milieu, mais sinon tout le reste, c'était vraiment une domination. Il part ensuite chez McLaren, et il y a une petite histoire que je voulais parler, parce que ça m'a rappelé un peu du coup l'histoire, ce qui se passe actuellement chez Aston Martin, c'est que quelque chose qui était assez commun, entre guillemets, dans les années 2000, même avant, je pense, c'est que des écuries, en fait, commençaient une saison avec une voiture qui était, entre guillemets, une très faible évolution de la voiture de l'année précédente, et durant la saison, ils amenaient la nouvelle voiture. En 2003,
McLaren débarque pour la saison, du coup, avec leur voiture, entre guillemets, de 2002, qui était la MP4-17, si je ne me trompe pas, mais que du coup, elle s'appelait la MPK-17D, qui était juste en fait une évolution de la voiture 2022, qui allait être utilisée en attendant que la voiture 2023 arrive, la MPK-18 du coup. Ce qui s'est passé, c'est que les premières courses, je crois que McLaren gagne les premières courses, donc du coup ils se disent bah en fait on va reposer la nouvelle voiture qui arrive parce que pour l'instant on performe. Sauf qu'en fait la voiture elle se fait de plus en plus repousser. Elle est présentée je crois quelque part en mai et elle était prévue je crois pour le Grand Prix du Canada qui était 8e ou 9e manche. Sauf que le problème c'est que cette voiture, la MP4-18, ne participera jamais à une seule course de Formule 1 parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Newey avait fait un design tellement agressif tellement extrême sur l'aérodynamisme de la voiture que en fait le moteur ne pouvait pas performer correctement avec ce design. C'est-à-dire qu'en fait il y avait des pontons qui travaillaient d'une certaine façon qui faisaient que ça entravait tout le refroidissement du moteur qui était du coup les V10 Mercedes à l'époque et qui en fait t'avais je sais pas combien de problèmes avec notamment de stabilité en essai, t'as eu je sais pas combien de crash, ils n'arrivaient pas à la faire homologuer. Tout ça parce qu'en fait, du coup, Newey a fait un concept trop extrême et qu'ils étaient incapables de faire fonctionner ce concept. C'est. Comment dire. Le concept est vraiment vu comme un truc révolutionnaire, extrême et tout. C'est bien beau. Mais t'as un moteur à faire remonter dedans et à faire fonctionner surtout. Et j'ai l'impression de revoir un petit peu ce truc-là avec Aston. C'est que quand j'ai vu les images de l'Aston Martin en piste, c'était du coup les derniers jours à Barcelone parce que ils sont pas venus, je crois, les premiers jours à Barcelone, ils sont venus que le dernier. Quand on l'a vu en piste, quand je voyais les trucs, il y a des choses, genre les attaches de suspension à l'arrière, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a cook ce mec, encore une fois. Et puis la douche froide à Bahreïn, vraiment. Les premiers jours, tu te dis, bon, des petits problèmes, en plus, encore une fois, nouveau moteur, c'est particulier. Mais c'est le truc qui m'a fait rire, entre guillemets, c'est que t'as l'impression qu'Aston Martin avait à chaque fois plein de décisions à prendre, et à chaque fois, ils ont pris la mauvaise décision. Petit truc que je voulais préciser aussi par rapport à Honda, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une comparaison qu'on aurait pu se dire, entre guillemets, avec Honda et Audi par exemple, c'est que Honda, pour ceux qui ne savent pas, en 2020, ils avaient prévu de se retirer de la Formule 1. En 2020, pendant la crise sanitaire, c'était un moment vraiment compliqué pour le sport auto, on a failli perdre Renault de la Formule 1, McLaren aussi a failli partir, et Honda va annoncer du coup qu'ils arrêtaient la Formule 1. Au final, avec des négociations avec Red Bull, ils sont restés. Aussi parce que 2021, Verstappen prend le titre pilote, donc c'est que le moteur Honda fonctionne très bien. Puis après, il a toute la domination Red Bull en 2022 et surtout 2023. Et du coup, Honda avait un peu fait machine arrière, dans le sens où Red Bull a demandé à Honda de rester quand même un petit peu, parce que eux être trop dans la merde pour gérer le parti moteur, parce que Red Bull ne faisait pas ses moteurs. Il y a eu des histoires de brevets qui ont été vendus du coup à Red Bull pour que Red Bull puisse, entre guillemets, faire leur propre moteur avec l'entité Red Bull Powertrain. Du coup, Honda avait encore un pied en Formule 1, mais il y a eu une fuite des cerveaux où en fait tous ceux qui bossaient chez Honda sont partis par exemple chez Mercedes ou chez Ferrari. Ce qui fait que quand en 2023 Honda annonce qu'au final ils restent en Formule 1, ils reviennent en 2026, mais que chez Aston Martin, juste après que du coup Red Bull annonce que pour Red Bull et pour VCARB, ce sera des moteurs Ford maintenant. Ils ont annoncé que du coup leur partenariat avec Aston Martin du côté de chez Honda, mais le problème c'est que tu avais une fuite des cerveaux, donc tous ceux qui étaient entre guillemets sur le projet des moteurs, de la réglementation avant, une grande partie est partie. Donc beaucoup plus compliqué de se remettre à travailler là-dessus. Encore une fois, comme je dis, Honda n'a pas du coup une étiquette de nouveau motoriste comme Audi. Donc il me semble que Audi, qui est un nouveau motoriste, il y a eu du temps de développement, et je crois dans le budget de développement, qu'il y a eu des choses à louer un peu plus importantes parce que du coup, il partit vraiment d'une base vierge. Et du coup, Honda se retrouvait à arriver à ces essais de Bahreïn avec un moteur qui ne fonctionne pas. De ce qui est dit, en fait, c'est que le moteur génère tellement de vibrations que ça endommage la batterie. Et dans une réglementation où on est passé à pratiquement 50% au niveau de la puissance électrique et thermique, entre guillemets, tu te prives de 50% de ta puissance. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais 50% de puissance en moins pour faire la course, j'extrapole un peu, c'est pas terrible pour gagner. Et j'ai trouvé un thread sur Twitter de Shiranui, qui est
un tweetos, on va dire ça comme ça, qui parle beaucoup d'ingénierie sur Twitter, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur son compte. Il a fait notamment aussi un thread dont je parlerai un petit peu sur pourquoi Audi n'a pas les mêmes galères que Aston. Mais en gros, dans son thread, il explique ce que je viens de vous raconter par rapport à la fuite des cerveaux au niveau des moteurs Honda. Aussi, quelque chose à pas oublier chez Aston, c'est que Lawrence Stroll a beaucoup investi pour des nouvelles infrastructures. Vous regardez une photo de la base de Aston Martin à Silverstone en 2020-2021 et aujourd'hui, les facilities, donc leurs usines, etc., ils ont doublé, triplé, quadruplé de volume, tellement il y a de nouvelles infrastructures. Mais le truc en Formule 1, c'est que dans les infrastructures, c'est des infrastructures qui sont très sensibles et il y a beaucoup d'appareils à calibrer, notamment tout ce qui est soufflerie, etc. Et du coup, une des raisons aussi de ce problème qu'ils ont avec la Aston Martin pour 2026, c'est qu'une partie du développement de 2026 a fait qu'ils ont dû servir de l'ancienne voiture pour régler la, la soufflerie, ce qui fait qu'en fait depuis des années ils ont des problèmes. C'est peut-être pour ceux qui sont de 2023 à 2023, ils font un très bon début de saison et ils avaient des apports des améliorations et en fait les améliorations elles ne fonctionnent pas parce que en fait la soufflerie était pas bien calibrée et McLaren a eu un peu le même problème si je me trompe pas. Ils ont eu une soufflerie qu'ils ont bâtie, mais du coup il faut la calibrer et au départ c'était très compliqué du côté de chez McLaren pour le développement parce que forcément il y avait toute cette partie où ils devaient calibrer la soufflerie et bah ça se fait pas en 2 secondes parce que c'est des outils qui sont très sensibles et qui demandent une précision et un calibrage extrêmement pointu. Et une autre chose qui a fait que c'est parti un peu en cacahuète chez Aston Martin, c'est l'arrivée d'Adrian Newey. C'est que de base, chez comment dire, chez Aston Martin, c'était pas Newey qui était team principal. C'était, il faut que je retrouve le nom, je vais vous dire ça juste après. Mais c'est voilà, Andy Cowell qui était chez eux. Newey est arrivé du coup et Newey a apporté sa vision des choses, etc. Mais par exemple, une chose qui a été rapportée, c'est que il a débarqué et il a demandé à Honda de changer le design du moteur. Le moteur avait fini son développement, donc Honda avait fini entre guillemets ce qu'il voulait faire avec le moteur. Il a débarqué, il a dit non, moi je veux que vous changez l'architecture. Et genre, pour des moteurs aussi complexes à concevoir, des moteurs de Formule 1, Newey il arrive ici en 2024, je crois, et il arrive officiellement en 2025 parce qu'il y a eu des trucs de cardoning, etc. En Formule 1, tu peux pas passer d'une écurie à l'autre du jour au lendemain parce que il y a des clauses qui font que si tu vas directement après, ça peut être vu comme des clauses de non-concurrence, c'est ça qu'on appelle. Je parle aussi de mon côté RH, où en fait, vu que tu viens d'une écurie qui travaille dans le même domaine que toi et avec laquelle tu es en compétition, tu ne peux pas laisser une personne qui part de ton écurie directement aller travailler dans l'autre écurie. Et du coup, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de désaccords, notamment aussi avec. J'ai encore une fois perdu le nom. Andy Cowell, ouais. Cowell, du coup. Et chez Aston, ils ont dit bah, on va dans la direction de Newey, on suit Newey, on suit Newey, on suit Newey. Alors, en termes de management de ressources humaines, je vais dire ça comme ça, c'est pas terrible parce que ça fait que alimenter des conflits, entre guillemets, parce que Cowell était là déjà depuis un petit peu plus de temps, donc le développement avait déjà commencé. Newey débarque et il modifie toutes ces choses-là, donc ça apporte beaucoup de nouvelles interrogations, de nouvelles choses à changer sur la voiture. Du coup, ça retarde le développement. Et en fait, si Aston Martin est dans cet état-là aujourd'hui, c'est qu'ils sont juste en retard sur tout. C'est que le développement a commencé beaucoup trop tard, qui fait que je crois que ce que je vous parlais par rapport au design de Newey, par rapport à l'architecture du moteur Honda, c'est quelque chose qui est arrivé, si je ne me trompe pas, non, pardon, c'est pas le moteur, c'est le parquage aérodynamique. Il a commencé à travailler dessus à moins de 7 mois de la fin de 2025. Sur un projet qui était déjà du coup très en retard par rapport à tout ce que vous avez expliqué sur les infrastructures de chez Aston Martin. Donc c'est juste une accumulation de choses et un management interne catastrophique qui font qu'aujourd'hui, Aston Martin est en retard sur tout, qu'ils arrivent avec une voiture qui est un danger pour les pilotes. J'avais vu des personnes parler de la W13 de Mercedes qui était dangereuse pour les pilotes. La différence, c'est que la W13 était dangereuse pour les pilotes. Je remets un peu de contexte. En 2022, du coup, il y a cette nouvelle réglementation aérodynamique à effet de sol. Là, il y a un phénomène de marsouinage qu'on appelle où les voitures avaient du rebond parce qu'en fait, l'effet de sol fait un effet de ventouse. Et en fait, cet effet de ventouse, ça fait un peu comme une poche d'air qui s'ouvre et qui se ferme, schématise vraiment très grossièrement. Et du coup, ça causait des rebonds. Et le pilote dans la voiture faisait que rebondir. Et du coup, ça créait des grosses secousses. L'écurie qui était plus au proie avec ce problème, c'était Mercedes. Je me souviens par exemple du GP de Bakou où littéralement le GP se finit, Lewis sort de la voiture
il est plié en deux parce qu'il n'arrive pas à se tenir droit tellement il a mal au dos. Mais la solution, c'était juste de rehausser la voiture. C'est ce qu'ils ont fait après, parce qu'il y a aussi une directive technique qui avait passé, la TD 039 en août, pour obliger toutes les voitures à être rehaussées pour éviter ce problème de marsouinage. Et du coup, ça a réglé le problème, et ça a fait que la voiture était beaucoup plus saine pour les pilotes. Là, la voiture est dangereuse, mais ils ne peuvent rien y faire pour l'instant. C'est pas juste une histoire de rehausser la caisse, c'est juste qu'il y a trop de choses à changer. Le moteur en premier. Et ça parle du coup que Honda devra amener une spec moteur qui sera fiable dans les prochains Grands Prix. Je veux quand même qu'on note une chose, c'est qu'on parle d'un groupe moteur fiable. Pas fiable et compétitif, juste fiable. Ils cherchent même pas à avoir de la performance en course ou quoi, s'ils veulent juste pouvoir rouler tout court, chose qu'ils sont incapables aujourd'hui. Comme le disait Hugo, actuellement, Alonso et Stroll, il dit qu'il peut pas faire plus de 15 tours, je crois, que la voiture. Pareil pour Alonso. Il a dit 15 tours, ouais. Ouais, c'est ça. 15 tours et 25 pour Alonso. Parce qu'en fait, la voiture vibre tellement que Alonso dit, si je roule plus de 25 tours à cette voiture, j'aurai des dégâts au niveau des terminaisons nerveuses de mes mains permanents à cause des vibrations de la voiture. Comme tu disais, Lance Stroll parle d'effets dans la voiture quand il roule comme s'il était sur une chaise électrique. C'est une gravité de laisser vraiment ses pilotes prendre une voiture comme ça. Et c'est pour ça, comme tu as dit, je pense que Aston Martin va pas pouvoir faire tous ses tours. Ça va vraiment juste, on prend la piste, on fait le tour de formation, et à la fin du tour de formation, on rentre au stand et on abandonne. Parce que au moins, contractuellement, ils ont entre guillemets pris part à la course, mais n'auront pas start. Donc contractuellement, c'est bon, ils ont aucun problème parce que bon, cash is king en Formule 1, si tu viens pas à une course, tu risques très gros. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont là ce week-end. Mais c'est dramatique en fait. Comme je disais, ils ont pris toutes les mauvaises décisions. Dès qu'ils avaient une décision à prendre, ils ont pris la mauvaise. Et je parlais d'Audi parce qu'en fait, on a ce projet Audi à côté où Binotto dit clairement, nous, on prend notre temps. T'as eu Audi annoncé du coup en 2022 qui rachetait Sauber. Ils ont fait au fur et à mesure une prise de départ. Je crois que chaque année ils prenaient un montant de départ et que du coup, l'année 2026, ils avaient 100% de départ de l'écurie Sauber. Binotto a dit, nous, on cherche pas à directement aller se battre pour des victoires, faut prendre son temps. Il a rappelé, ça m'a fait sourire, il a dit Jean Todt, il est arrivé chez Ferrari en 93, le premier titre avec Schumacher, c'est 2000. Il y a 7 ans de différence. Donc il dit, ça prend du temps, c'est toutes des choses à revoir, toutes des choses à comprendre, à voir comment on met en place. Et Audi, alors, en essai, de ce que j'ai vu en essai hivernaux, je pense qu'Audi, c'est genre 10e ou 9e actuellement. Enfin, je pense 9e parce que Cadillac va être très en retrait, mais pour l'instant, des 9 écuries qui n'ont pas eu de problème ou qui ne sont pas des nouvelles écuries, ça va être la dernière. Mais je préfère 1000 fois la philosophie qu'ils ont actuellement de se dire on prend notre temps, on met les choses pas à pas. D'ailleurs, Audi ont aussi des innovations qui vont arriver, des nouvelles usines, des nouvelles infrastructures qui vont arriver. Déjà, en plus de celles qu'ils ont construites, mais ils ont dit on prend notre temps. Donc, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. On aura de nouvelles infrastructures. On prendra le temps de faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Et quand elles fonctionneront correctement, on pourra du coup continuer le processus pour, à terme, pouvoir se battre pour des podiums, pour des victoires, pour des titres. Là où en fait Aston Martin, la vision de Lawrence Stroll, c'était de se battre pour le titre pilote, enfin pour un titre en 2025. Et je pense qu'en fait il y a cet objectif, qu'ils sont arrivés à un stade où en fait il fallait rusher, qu'ils ont rushé et qu'en fait ils ont accumulé tellement de retard par rapport à cet objectif qui se fixait, qui n'avait aucun sens. Je veux pas être méchant, mais fin 2023, début 2024, tu voyais très bien que Aston Martin, pas ça fonçait dans le mur, mais à aucun moment ça pouvait atteindre un niveau de performance qui puisse te laisser te battre pour un titre. J'ai vu c'est qui du Aston Martin qui en a parlé du coup dans les essais hivernaux qui a dit oui mais regardez en 2023 McLaren en cours de saison ils apportent un package, ils passent de P19 P20 à jouer les podiums et les victoires. Oui, mais combien de fois ça arrive dans la Formule 1 ? Enfin combien de fois c'est arrivé dans l'histoire de la Formule 1 qu'une équipe en cours de saison passe de jouer le fond de la grille littéralement, aller revoir le début de saison 23 de McLaren, ça joue la P19 et la P20, à partir de l'Autriche, où ils ramènent le package d'abord pour Norris, puis en Grande-Bretagne, ils mettent le package pour Norris et Piastri. Littéralement, ça passe de se qualifier P19, P20 à P2, P3 à Silverstone. Mais c'est pas un truc qu'on voit tous les jours, c'est une exception. Enfin, je parle de mes connaissances en Formule 1, j'ai jamais vu ça, et j'en ai jamais entendu parler d'autres écuries qui ont eu un tel gap de performance en cours de saison, mais de tels gaps positifs. Des tels gaps négatifs, on a déjà eu, ça existe. Mais
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une désillusion autour de Aston Martin. Tu parlais de Newey qui dit on est 5e équipe qui au terme de châssis. Sur quoi tu te bases, Adrien? Sur quoi tu te bases? T'es la seule écurie qui a pas pu faire un relais de course en essai hivernaux. Cadillac, qui est une équipe qui vient d'une page blanche, qui a validé son entrée en Formule 1 fin 2024 et qui arrive au essai hivernaux avec une voiture qui a pu boucler autant de tours comme ils l'ont fait. Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Je sais pas. Ils sont dans une bulle. J'ai l'impression qu'ils captent pas le problème. Newey qui dit oui, on a un développement très agressif et tout. Tout le discours de Newey, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça me fait de la peine parce que le projet Aston Martin, c'était vraiment un projet qui m'intriguait parce que tu voyais que Stroll, il a racheté l'écurie et que il veut vraiment mettre tous les moyens possibles en utilisant le branding de Aston Martin, qui est un branding assez prestigieux dans le monde automobile, pour faire en sorte d'avoir une écurie qui se bat pour des titres. Et je pense que là, Lawrence Stroll, il doit voir l'état de l'écurie. Alors, je pense que les zéros qu'il a lâchés sur d'échecs, ils doivent avoir un peu le seum de tout ce qui se passe. Mais c'est dramatique, c'est dramatique. Et on parlait du coup du physique, bah, comment dire, l'effet qu'a la voiture sur les pilotes. Alonso, c'est sa 23e saison en Formule 1, quand même. Donc, je veux pas être méchant, mais Alonso, je vérifie juste ça tout de suite, mais je crois qu'il a 45, non, 43, je sais plus. Fernando Alonso, il va avoir 45 ans cette année. Ah ouais? Tu vas. À ce point-là? Ouais, il est 81, mec. Fernando Alonso, il a commencé sa carrière en Formule 1 en 2001. 2001, j'étais même pas né en 2001, pour vous dire. Putain, ouais, 45 ans cette année. Ah ouais, dingue. Ah mais oui, mais c'est terrible de se dire que Alonso, 45 balais, doit subir une voiture comme ça, surtout du coup à son âge où, bah forcément, sans vouloir être méchant avec lui, ton corps, il récupère plus comme avant. Enfin, autant Stroll, entre guillemets, il est plus jeune, mais Stroll a déjà eu beaucoup de problèmes au niveau des poignets. Je me souviens, c'est début 24 où il se pète le poignet, je crois. Donc, les vibrations en plus, pour ceux qui sont déjà pétés un membre ou quoi, vous savez que les vibrations, pour des membres qui ont subi des opérations, c'est pas très conseillé, mais c'est. Moi, vraiment, ça me désole, ça m'inquiète et ça me fait peur de me dire, mais où va ce Martin? Dans- Vers où ils vont? Parce que Newey qui dit, ouais, on a une vision des choses, on a un plan de développement très agressif. Pour ceux qui ne savent pas, il y a, j'ai oublié son nom, un ingénieur de chez Aston Martin qui s'occupe du moteur, qui était du coup chez Mercedes avant et qui a travaillé sur leur moteur. Je vais retrouver le nom juste après, je vous le dirai. Qui était du coup chez Mercedes dans leur grande époque où ils ont développé le moteur V6 qui était tellement puissant qu'il devait brider pour pas se faire pénaliser. Quand même, je tiens à le rappeler de la puissance du moteur Mercedes en 2014. Il a été envoyé chez Honda pour pouvoir bosser sur le moteur. Parce que ça aussi, truc tout bête, c'est que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, en fait, New a débarqué et a dit je veux que le moteur il soit comme ça en termes d'architecture et qu'après il y avait plus aucun contact. Il leur a juste dit faites le moteur comme ça et c'est tout. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Enfin, j'ai même pas les mots. Enfin, plus j'en parle, plus en fait je prends conscience du bazar que c'est. Et je pense que toi Hugo aussi. Enfin, ça fait un bout de temps qu'on en parle toi et moi de Aston Martin. C'est que là j'en parlais ce soir avec des potes. Chaque tweet sur Aston est pire que le précédent. Chaque tweet, tu te dis, bon, il peut pas y avoir de truc pire. La news que les pilotes devaient mâcher des chewing-gums, enfin 3-4 chewing-gums Ouais. en roulant pour faire comme un protège-dents. J'ai lu ça, je suis mais attends, mais c'est quoi, c'est Serpent d'air? J'ai vérifié 3 fois le nom du compte qui disait ça, parce que j'ai cru que c'était genre un off-tracteur ou un F1 troll qui avait mis. Mais non, non, c'était relayé par plusieurs médias, avec des sources vraiment, pas des sources fiables. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et je tiens à rappeler, la saison a pas commencé. On n'a pas encore fait un seul Grand Prix. C'est navrant. Ça me désole de l'état du truc. Enfin voilà, c'est Et très en soi, inquiétant. Vas-y. je me permets d'en remettre une couche, hein, mais le fait que le fait qu'ils aillent à Melbourne, le fait que Newey parle d'un développement agressif, là où tu l'as très bien souligné, Audi prend son temps, eux ils veulent vraiment des résultats et tout de suite, c'est parce que
bah, en fait, ils ont des investisseurs Ok. qui, face au manque de résultats, commencent à se dire peut-être qu'on va quitter le navire parce que en fait, on n'a pas de retour sur investissement et il y a beaucoup qui est dépensé chez Aston Martin. Donc là, ils sont dans une étape un petit peu de leur conception où concrètement, ça risque de perdre des investisseurs. Donc, ils ont tout intérêt et même limite l'obligation, s'ils veulent perdurer, d'avoir des résultats dès cette année. Mais en tout cas, je trouve que ce soit le fait qu'ils soient obligés de venir en Australie ou cette information-là, le fait qu'ils ne soient pas, comme on dit, dans une logique assez longue et tout, et qu'ils veulent vraiment des résultats tout de suite, je trouve que c'est quand même un commentaire assez désolant sur, je vais le dire plutôt en général, mais sur le monde du sport aujourd'hui et sur ce qui motive les choses. Voilà, je fais un parallèle qui a pas forcément de rapport, mais c'est vrai que j'avais vu une interview de Ilan Kebal, qui est un joueur du Paris FC, qui disait que, bah, en fait, oui, aujourd'hui, les mentalités, elles avaient grandement évolué et que l'argent prenait une place beaucoup plus importante et que, effectivement, bah, aujourd'hui, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas vraiment par passion et vraiment jouaient beaucoup plus pour de l'argent et c'est vraiment à la fois c'est bien parce que bah, plus il y a de l'argent qui est en jeu, plus ça veut dire que le sport en question est populaire et suivi et je pense que le sport bah, c'est quelque chose qui est fait avant tout pour rassembler donc c'est bien. Maintenant voilà, la F1 c'est vrai qu'on est passé d'un sport qui était quasi anonyme à un sport qui est extrêmement suivi, où il y a une série Netflix, il y a un film qui a été fait par Hollywood là-dessus. Voilà, donc c'est vrai que depuis l'arrivée de Liberty Media, ça a bien popularisé. Maintenant, je trouve que ce soit, bon, c'est un autre débat et tout, mais Drive to Survive, etc. Et encore là, ce truc-là de Aston montre bien que quand même, il y a des choses qui l'intérêt est plus placé au même endroit et il y a des choses qui avant étaient dans l'essence du sport qui sont quand même assez dénaturées et voilà je trouve que de manière générale de toute façon dans le sport aujourd'hui c'est quand même vachement guidé par l'argent et ça c'est un cas en plus j'ai envie de dire. Mais pour le coup ils peuvent faire un programme de développement agressif dans tous les cas si on est dans cette logique capitaliste de il faut obligatoirement des résultats tout de suite, mais je pense pas que ça les aide et je pense pas qu'ils feront quoi que ce soit sur les. Déjà, je pense que le cap des 6 premières courses de la saison va être assez important. Bon, on ne sait pas si on aura des courses à Bahreïn ou à Jeddah, ça aussi, on pourra en reparler aussi. Mais ouais, je pense que les 6 premières courses vont être assez importants. Si déjà ils arrivent à finir un Grand Prix dans les 6 premières courses, bon, ce sera encourageant, mais en fait, même ça, on n'a absolument pas de visibilité là-dessus. Et voilà, je pense juste pas que le programme de développement agressif soit la bonne chose à faire dans cette situation. Tu parlais de l'importance des premiers Grands Prix. Il y a un truc que, aussi, il faut que je précise parce que c'est une donnée importante, c'est que, comme vous le savez, du coup, nouveau moteur, etc., pour cette nouvelle réglementation, il faut savoir que la FIA, normalement, interdit du coup le développement des moteurs en cours de saison. C'est-à-dire que tu peux apporter des améliorations sur tes moteurs, mais que pour de la fiabilité. C'est en gros, si tu as des problèmes à un endroit, si tu sais que c'est juste pour améliorer une pièce pour qu'elle pète pas à chaque course, tu as le droit. En termes de performance, les dernières saisons, on n'en avait pas parce qu'en fait, il y avait un jet des moteurs qui fait que les moteurs n'avaient pas le droit d'être améliorés en perf, mais que en, comment dire, en fiabilité sur les intersaisons. Là, cette année, c'est différent, notamment avec cette nouvelle réglementation, ce qui fait que, si j'ai bien compris, les moteurs sont comment dire, homologués à chaque fois en tranche de 6 courses. Et en fait, au bout de 6 courses, la FIA en fait, va faire un document où ils disent bah voilà, faut être genre au niveau de telle performance moteur pour avoir un moteur entre guillemets homologué aujourd'hui. Et qu'en gros, si t'es trop loin, tu auras le droit d'améliorer ton moteur pour le rendre plus performant, pour pouvoir atteindre à terme bah, ce delta de performance. Et notamment aussi, ce qui a été dit du côté de Aston Martin, c'est qu'à la mi-saison, et c'était d'ailleurs quelque chose qui était évoqué notamment bah, avec toute l'histoire du moteur Mercedes, c'est qu'à la mi-saison, les voitures, enfin pas les voitures, les écuries ont le droit d'apporter des modifications à leur moteur, notamment du coup Aston Martin qui compte là-dessus de se dire bah on va être un moteur qui va pas être puissant, et il y a un truc spécial de la FIA qui est mis en place pour si jamais ton moteur est pas puissant, que tu puisses en fait l'améliorer sans problème
enfin comme tu en as envie pour l'améliorer, pour avoir plus de performance. J'ai vu qu'il parlait déjà de ça chez Aston Martin, je me dis mais attends, c'est cet été, donc t'es en train de me dire qu'entre guillemets, tu auras un moteur fiable et performant, genre d'ici quoi, Singapour? En fait, ta saison est morte quoi. Tu parlais tout à l'heure ouais, de peut-être rebondir en fin de saison. La première fois que Aston Martin a fini une course dans les points, mais juste dans les points, une P10, je sais même pas si ça se produit cette saison. J'ai repris un tweet que je viens de voir passer dans ma TL sur Twitter. Je veux juste vous le lire pour vous rendre compte genre, de l'absurdité de la situation. Newey a dit ces vibrations transmises au châssis provoquent quelques problèmes de fiabilité. Bon, ça, on en a déjà parlé. Les rétroviseurs tombent, les feux arrière tombent, ce genre de choses que nous devons corriger. La voiture est faite en Lego. C'est quoi ce bazar? Et comme tu as dit, le truc de performance par rapport à tout ce qui est comme argent autour du sport, bah, le cas de Aston Martin, on est un parfait avec tout l'argent qu'investit Stroll. Je pense qu'il veut aussi un retour sur investissement, entre guillemets, ce que je peux comprendre par rapport à tous les centaines de millions qu'il a pu investir dans l'écurie. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste et voir la situation actuelle et se dire bah non, on peut pas continuer comme ça, faut prendre des décisions, tu vois. Et le problème, c'est l'impression que chez Aston Martin, ils prennent aucune décision. C'est Newey a dit que, on fait que. Et que, entre guillemets, la direction fait rien. Je parlais d'Audi tout à l'heure. Audi, pour ceux qui ne savent pas, ils avaient commencé leur projet avec deux ingénieurs différents. Il y avait Andreas Seidel qui vient de chez McLaren et je sais plus le nom du deuxième, je vais vous le retrouver juste après. Mais en fait, il y a eu des conflits internes, en fait, les deux ne s'entendaient pas. Audi a pas tranché en mode ah bah lui c'est mieux, lui c'est mieux. Ils ont viré les deux. Ils ont ramené Binotto. Et après, ils ont ramené Whitley qui vient de Red Bull. Enfin, contexte ultra différent. Et là, je trouve que c'est mieux, au moins, tu t'évites toute source de tension, de conflit, t'avances dans une direction qui est définie, où bah, on sait qu'on va pas être performant, mais on va faire les choses petit à petit, on va s'améliorer, on va comprendre qu'est-ce qu'on peut faire sur notre voiture pour l'améliorer. Et il n'y a pas ce delta en mode, bah, on veut que dans 2 ans, on se batte pour le titre. Non. Je pense quand même que chez Audi, il y a des indicateurs en mode, bah, telle année on veut être là, telle année on veut être là, telle année on veut être là, ce qui est logique. Il y a de l'argent en jeu, il y a des objectifs qui sont mis en place. Tu réponds aux objectifs, tu continues. Tu réponds pas aux objectifs, tu te fais virer, on te remplace par un autre. C'est le rôle de Binotto, quoi. C'est Aston Martin, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune remise en question, aucune remise en cause. Pareil, tu vois, Newey, il est team principal. Il a pas signé pour ça de base. Il a été mis en team principal parce que du coup, il y a eu des conflits avec l'autre ingénieur, que j'oublie toujours son nom, et que du coup lui a été mis un peu de côté et Newey a été mis sur le devant de la scène et passé team principal, mais Newey a déjà dit je fais team principal pour l'instant, je compte pas faire ça tout le temps, ce que je peux comprendre parce que de base il a pas signé pour ça, mais c'est d'une instabilité, c'est tout en fait. J'ai l'impression de voir avec Aston Martin tout ce qui était Ferrari pendant de longues années. Je pense qu'ils ont toujours un peu d'instabilité chez Ferrari. L'année dernière, on a vu tout ce qui pouvait sortir dans la presse, etc. C'était un bazar monstre. Mais j'ai l'impression que là, Aston Martin, c'est des niveaux d'instabilité en interne. J'ai rarement vu ça. Et encore une fois, je parle de mon expérience de RH. C'est un management comme ça dans une entreprise. Ton entreprise va dans le mur. Hein. C'est ton entreprise, elle va dans le mur et tu vas jamais te redresser. Donc, déjà, entre guillemets, qu'il y a déjà des trucs qui sont faits avec Honda pour fiabiliser les moteurs, régler les problèmes, qu'ils aient déjà au moins ils sachent que bah, le problème c'est que le moteur il vibre et c'est pour ça qu'il y a le problème de batterie et que du coup dès qu'ils ont réglé les vibrations ça ira mieux et que Honda c'est déjà sur quoi entre guillemets bosser, c'est déjà un bon pas. Mais j'ai l'impression que c'est le seul bon pas qu'il y a. Je me rends compte c'est pratiquement 40 minutes qu'on parle que de ça, j'ai l'impression. C'est D'ailleurs. et j'ai l'impression qu'en fait on est que sur la face immergée de l'iceberg parce que j'ai l'impression que plus on creuse, plus c'est catastrophique. Mais c'est pour ça Aston Martin, pour l'instant, c'est. Je parlais tout à l'heure du classement entre guillemets de performance après les essais hivernaux, où il y avait plusieurs groupes. De base, je m'étais dit, bah, il y aura un groupe tout seul où c'est Cadillac qui sont derniers. Honnêtement, je pense qu'Aston Martin sera dernier parce que, comment dire, en termes de performance, Cadillac va peut-être pouvoir eux au moins faire plus que la moitié d'un Grand Prix ou plus que le quart d'un Grand Prix et peut-être eux au moins finir un Grand Prix. Et bah, ça me fait une petite transition aussi sur le projet Cadillac dont je voulais un peu parler, tu vois. Le projet Cadillac, eux, je pense que cette saison, les seuls goals qu'ils ont, c'est finir au moins un Grand Prix dans les 5 premiers. Pas avoir de problème de voiture, pas avoir de problème moteur. Ils ont le moteur Ferrari chez Cadillac, je rappelle quand même, donc le moteur qui sera a priori le plus fiable pour l'instant. Cadillac, eux, pour l'instant, leur seul truc, c'est
Samedi, on fait les qualifs, on fait nos tours en qualif, on s'assure qu'il n'y ait pas de problème. Dimanche, on fait notre course. Ouais, on sera sûrement dernier. On va peut-être finir, j'allais dire P21 et P22, mais vu que les Aston Martin vont sûrement DNF, ils seront P19, P20. Au moins, Cadillac ne finira pas dernier du Grand Prix d'Australie, et ça, je l'avais pas prévu. Mais c'est dingue que Cadillac, un groupe comme ça qui arrive en Formule 1, arrive avec une voiture qui a plus de chances de finir une course qu'une écurie qui est là. Alors, tout l'historique avant Aston Martin, c'était Racing Point, avant c'était Force India, donc entre guillemets, et encore avant c'était d'autres choses, mais c'est un groupe qui est là depuis des années. Euh, je trouve ça lunaire. T'as le petit nouveau qui vient dans ta classe et qui te met une branlée par rapport au reste. C'est terrible. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, Hugo. Ouais, je pense qu'on a globalement fait le tour pour la situation actuelle, hein. Maintenant, on verra bien ce qu'il en est sur ce week-end, hein, voilà. Après, je sais pas si c'est utile de continuer d'en parler, parce que je pense que si on continue d'en parler, en fait, on va finir l'épisode, on va pouvoir limite brancher la télé et mettre les essais libres, quoi. Les essais libres pour le Grand Prix d'Autriche, ouais. Ouais, exactement. Mais ouais, du coup, voilà, le gros cas Aston Martin, c'était vraiment l'éléphant dans la pièce. Fallait qu'on en parle un moment. On en avait pas parlé. Mais voilà. Est-ce que tu as pour l'instant d'autres sujets par rapport aux écuries, aux tests hivernaux dont tu veux parler? Ou plus des groupes de sujets, je sais pas, le top 4, des choses comme ça? Bah, je pense qu'on peut faire un point rapide sur le top 4. C'est vrai que du coup, bah, sur le moteur, on avait, comme j'ai dit, Mercedes qui apparemment se distinguait. On a bien vu que sur un tour, effectivement, la Mercedes, c'était la voiture qui allait probablement le plus faire la différence. Voilà, je pense que Ferrari peut avoir un certain avantage en course sur certains aspects. Après, je pense honnêtement que le début de saison va être globalement dominé par Mercedes, hein. Je sais pas si c'est toute la légende autour, etc., tout ce qui se passe et tout, mais c'est vrai que j'ai du mal à avoir une Ferrari sur la plus haute marche du podium dimanche à Melbourne. Très sincèrement, même si ce qu'ils ont montré aux essais était assez excellent, et c'est vrai qu'en rythme de course, bah, ça a l'air d'être l'écurie qui semble se détacher. Mercedes, je pense, va avoir ce petit avantage de début de saison, après à voir si c'est gardé, à voir comment évolue la Red Bull, on en a déjà un petit peu parlé, à voir si McLaren peut maintenir son niveau. Bon, je pense pas, hein, parce que clairement, quand on voit la fusée qui était la voiture de la saison dernière, maintenir le niveau c'est compliqué, mais maintenir le niveau dans la hiérarchie, voilà, on en reparlera peut-être vite fait sur les pronos saison. Je ne crois pas, tout comme la saison dernière, mais bon, la saison dernière, voilà, c'était particulier. Je ne crois pas, malheureusement, hein, à un titre d'Oscar Piastri en 2026. Voilà, bon, mais est-ce que McLaren peut faire quelque chose? Je n'en sais rien. Voilà, je pense que ça va être la grande interrogation. En tout cas, chapeau Ferrari, parce que je sais pas, ça semble aller quand même dans la bonne direction. On en rigolait au tout début de l'épisode, mais cette ingéniosité sur les ailerons, notamment l'aileron arrière, c'était quelque chose. Il y a la pièce aussi à l'arrière de la voiture. J'ai oublié ce que c'était exactement, j'ai oublié le nom. Il est tard, je suis fatigué. La pièce Mais à bref, l'arrière, en gros, au niveau de l'échappement? oui, Oui, ils ont mis du coup une planche en métal au niveau de l'échappement. Bah écoute, j'explique 2 secondes en gros pour faire simple. vas-y. Ils ont mis une plaque de métal assez proche de l'échappement, qui en gros arrive à la moitié, et en fait ça fait que les gaz d'échappement, donc entre guillemets l'air qui s'échappe de cette partie de la voiture, va aller vers l'aileron et va du coup créer plus d'appui, donc plus de vitesse du coup je suppose pour la voiture. Voilà. Et en plus du fameux aileron, comme on disait en intro de vidéo, l'aileron kebab là, comment dire, ça aussi c'est un truc qui est fait pour moins de traîner, aller plus vite et gérer du coup, en plus avec nouveau mode overtake, etc. Bref, sacré bazar, mais comme tu dis, en fait, moi ce qui me surprend avec Ferrari, c'est Ferrari qui innove. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que ces deux grosses innovations qu'ils ont amenées sur les essais, et en soi, on pouvait s'attendre à avoir des concepts un peu inédits, un peu originaux sur ces essais-là, mais le fait que ce soit Ferrari qui les apporte, ça a été la grosse surprise. Et peut-être que c'est signe qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Je veux dire, on a changé, il était temps.
l'ingénieur de piste de Lewis Hamilton. On a remercié ce cher Riccardo Adami qui a été qui voilà est parti en tout cas. Je crois pas qu'il est parti, faut que je revérifie, mais je crois juste qu'il a été replacé sur un autre poste et que du coup ils ont changé. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est ça. Ok, bon en tout cas il n'est plus ingénieur de piste de Lewis Hamilton. Et j'ai envie de dire il était temps parce que les deux n'arrivaient pas à communiquer, c'était douloureux à écouter les radios. Mais donc il y a quand même des volontés, j'ai l'impression, de faire mieux, de changer un petit peu et de pas rester dans la tradition Ferrari. Et peut-être que c'est ce qui leur permettra d'enfin concrétiser leur potentiellement s'il y a une bonne voiture, hein, parce que bon l'année dernière je ne compte pas dedans, la SF25 c'était très compliqué, mais de concrétiser les chances de titre quand ils ont eu des bonnes voitures. Donc à voir. Voilà, maintenant j'avoue que pour ma part au début de saison je pense que ça va être un bras de fer assez serré qu'on n'attendait pas très sincèrement. Je pense que tout le monde s'attendait à avoir un Mercedes qui domine les débats. Le fait est que Ferrari a l'air de s'en être très bien sorti. Et voilà, en tout cas j'espère qu'il y aura au moins cette petite rivalité au début de saison pour qu'on n'ait pas une situation 2014 où tu as les deux Mercedes qui mettent 4 secondes à tout le monde au premier tour, quoi. Je viens de vérifier juste parce que je crois que j'avais vu passer l'info, mais du coup je vais la dire. Et toi, Hugo, ça va te parler. Du coup, le nouveau ingénieur de piste de Lewis Hamilton, c'est Cédric Grosjean. Et Cédric Grosjean était Oui, précédemment dans l'équipe de Scar Piastri. chez McLaren et il s'occupait d'Oscar Piastri. Ouais. Voilà. Donc, je trouve ça bien parce que quand on voit le développement d'Oscar Piastri chez McLaren, c'est plutôt positif, je pense. Et oui, pour Adami, du coup, comme je parlais, Riccardo Adami, l'ancien ingénieur de course de Lewis Hamilton, il a eu un rôle dans l'académie pilote de l'écurie. Donc c'est souvent comme ça, on change juste de poste, de secteur pour en mettre un nouveau. Donc c'est pour ça. Je m'étais dit, il n'avait pas viré, j'ai pas vu de news en mode fired ou quoi. C'est juste non, il est replacé. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais sur le groupe de devant, c'est vrai qu'il y a ces rumeurs comme quoi, oui, Mercedes allait dominer toute l'histoire avec le taux de compression du moteur. Bon, je pense pas qu'on va en reparler parce qu'il y a tellement eu de choses qui, au final, on nous dit que oui, le moteur était légal à chaud et Mercedes avait des tests à chaud avec la FIA et en fait, à chaud, le moteur est légal. Donc bon, c'est un bazar monstre. Je n'y comprends plus rien. Donc, il y avait toutes ces rumeurs, oui, du moteur illégal, que Mercedes allait surdominer et tout. Au final, la bonne surprise, vraiment, c'est Ferrari. Je ne pensais pas. Déjà, comme j'ai dit, genre, Ferrari qui innove. On est où là? Genre, depuis quand Ferrari innove? Quand je les ai vus vraiment avec cet aileron qui tourne sur lui-même, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Genre, Ferrari peut faire ça? C'est génial, j'étais trop content parce que je me dis, tout va dans le bon sens sur ce que j'ai pu lire et ce que j'ai vu dans ces essais hivernaux et durant cette post-season de Formule 1. Tout va dans le bon sens chez Ferrari. Et depuis quand c'est pas arrivé que tous les signaux soient entre guillemets ouverts avant une saison chez Ferrari? Donc j'étais plutôt content par rapport à ça. Mais personnellement, je pense quand même que en termes de performance, actuellement, on a un Ferrari Mercedes très proche, ou avec peut-être un avantage Mercedes dans le sens où je pense peut-être fiabilité moteur de ce qui se dit, ça serait Ferrari qui serait devant. Mais en termes de voiture qui est la plus saine à conduire et la plus équilibrée, tout le monde disait entre guillemets que Mercedes, leur voiture, était pas parfaite, mais que en piste, il n'y avait aucune correction qui devait être faite, notamment à Bahreïn. Dans le deuxième secteur, il y a ce fameux virage en descente avant la ligne de droite dans le deuxième secteur. Les pilotes tournaient juste le volant, il n'y avait aucune correction, la voiture, elle suivait ce qu'on lui demandait de faire. Et dans ce que disaient les gens, c'est que c'était vraiment la voiture la plus saine qui était en piste. Donc je pense qu'il y a ça. On parlait de McLaren, je permets de faire une interruption parce que je viens d'avoir un tweet par rapport à ça, je fais une petite recherche en même temps. Du coup, McLaren aussi sera en surpoids à ce qui paraît. De 10 kilos. Et du coup, Williams, de ce qui se dit, du coup, c'est que Williams sera en surpoids aussi 10 kilos. Donc bon, c'est quelque chose qui est facilement rattrapable. Ça se dit déjà que les deux équipes, ils vont atteindre ce point minimal rapidement. Donc les 10 kilos vont vite disparaître et la performance va pas en pâtir de ce problème-là. Donc McLaren, pour l'instant, personnellement, je les mets juste derrière les deux parce que c'était très discret, mais tu le vois quand même très compétitif dans ce qu'ils faisaient en piste, dans ce que soit dans les temps qu'ils faisaient autour, dans ce qu'on voyait de la dégradation des pneus en piste et de tout simplement leur niveau aussi sur un tour. Ils étaient souvent dans les 2-3 premiers sur ces essais libres. Et je dirais pour l'instant quatrième Red Bull, où, comme je parlais tout à l'heure, le moteur de ce qu'on dit, c'est qu'il est très performant et que Georges en parlait. Pour lui, c'est l'équipe qui va le plus surveiller parce qu'il dit ils sont arrivés aux essais, ils ont fait des top chronos. Le lendemain, ils étaient à 7 dixièmes des chronos.
Comment c'est possible? Ils ont dû brider un truc et cacher leur jeu, mais il dit moi Red Bull je vais les surveiller. Et je pense oui, niveau moteur qui sont très bien. Comme je disais, Waché, il parlait plus de l'aérodynamisme, il y avait plus de travail de ce côté-là. On verra, mais pour l'instant, ouais, il y a ce top 4 qui se dessine. Et moi, en vrai, une petite bataille pour le titre entre Mercedes et Ferrari, moi je prends tous les jours. Et si après, t'as McLaren et Red Bull qui viennent se joindre à la fête, c'est encore mieux. Une bataille à 4, c'est encore mieux. Parce que bon, les batailles où c'est juste Norris et Piastri qui se battaient l'année dernière, et qu'à la fin, ils se retrouvent à se battre aussi avec Max parce qu'ils ont fini les erreurs, c'était pas le plus passionnant quoi. Je fais vite fait rapidement un petit passage sur le reste des essais hivernaux pour conclure cette grosse partie qu'on a fait sur l'intersaison. De ce qui se dit, de ce que moi j'ai pu voir un peu en piste par rapport à ce que je regardais dans les essais, il y a du coup ce top 4, un premier gap où on aurait du coup le midfield qui serait entre As et Alpine, avec un avantage pour As, où il y a vraiment des managers qui disaient que la cinquième écurie, la meilleure des autres derrière le groupe des 4, c'était As. Je me dis, punaise, super. De ce que disait Ocon et Virman, c'était très content des essais, de tout ce qu'ils ont pu sentir en piste avec la voiture. Alpine qui est juste derrière. Alpine du coup très curieux aussi cette saison parce que moteur Mercedes, faut pas l'oublier. Je retiens quand même que Briatore a dit que maintenant avec le moteur Mercedes, cette saison, ils peuvent se battre pour des podiums. J'ai hâte de voir ça, Flavio. Et du coup, voilà, on a ces deux-là. Encore un gap où là, on aurait du coup Vicarb, Williams et Audi dans cet ordre-là. Williams, c'est toujours cette histoire de points en trop. On verra du coup là, en Australie et sur les prochains GP, leur performance, comment elle évolue. Où eux vraiment sont un peu en retrait, je pense. Qui, si vraiment on est avec cette hiérarchie-là en piste, en fait, entre guillemets, il n'y aura que 2 places disponibles dans le top 10 pour marquer des points. Parce qu'il y aura les 8 en face des 4 grosses écuries qui seront là. Donc je sais pas si ça a beaucoup marqué. 2 points, mais de ce qui se dit, c'est que oui, au niveau des perfs, ils sont un peu en dessous de Alpine et As. Donc à voir aussi, en termes de développement, si après, ils viennent pas rejoindre ce groupe de performance. Encore un gap, je sais plus, j'ai parlé d'Audi juste avant. Audi qui serait en fait juste derrière un peu ce groupe-là, mais qui ont encore du travail du coup en performance. Rattraper pas leur retard, mais développer la voiture, parce qu'encore une fois, nouveau moteur, nouveau motoriste, et je sais pas si vous avez vu quand même le design de l'Audi, c'est un design qui est très particulier, très agressif, donc à voir comment ils arrivent à l'utiliser en piste, à le faire évoluer. Et après ça, encore un gap, forcément Cadillac. Cadillac, vous attendez pas à les voir finir très proche du reste. Cadillac, s'ils finissent genre à 10-12 secondes de celui qui est devant eux, je serais pas surpris. Mais à aucun moment j'espérais que Cadillac se batte pour un podium en arrivant, c'est logique. Et bah du coup, encore derrière Cadillac, comme je disais tout à l'heure, Aston Martin, qui eux, c'est même pas en termes de niveau en piste, c'est est-ce qu'ils peuvent finir une course, tout simplement. Donc voilà, je pense que on peut s'arrêter là sur cette partie précédente. Je vois que le timer, on a 1h17 d'enregistrement. Il y aura du montage, donc ce sera plus court pour vous à ce moment-là quand vous l'écoutez. Je pense qu'on a fait une grosse partie là-dessus. Je te propose qu'on parle un peu plus de ce qu'on attend du coup pour cette saison 2026. Moi, je viens juste de l'aborder un petit peu. C'est si on peut avoir une bataille à plusieurs pour le titre en début de saison, juste peut-être Mercedes-Ferrari, et qu'ensuite on a McLaren et Red Bull qui viennent se rajouter à la fête, c'est tout ce que je demande. Bah, je suis 100% d'accord avec toi pour ce qui concerne la bataille au titre. Je pense qu'au début de saison, il n'y aura pas toutes les écuries, enfin les top teams qui auront l'occasion de s'y mêler. Après, forcément, si on parle d'attente, c'est pas la même chose que si on parle d'envie. Évidemment que si on parle d'envie, bon, voilà, moi j'ai envie de dire, pour moi, il y a un titre qui a été perdu la saison passée. Qui a été perdu, je pense. Tu t'en parlais, hein, mais à cause d'un mauvais management. Voilà. T'aimes bien l'Azerbaïdjan, Hugo? Bah, j'ai un peu hâte de voir Bakou cette année, étant donné que, vu que l'année dernière, la course n'a pas eu lieu. Ah, c'est vrai, j'ai pas annulé et tout. Ah, dommage. J'ai un peu hâte que la F1 revienne à Bakou. Et, voilà, quoi. Je sais pas, enfin, dans mes souvenirs, ouais, ça s'est coupé au départ, la télé. J'ai pas vu ce qui s'est passé après, donc je pense que ça a été annulé. Euh, Bref, non, blague à part, ça reste un titre pour moi qui a été perdu, bref, à cause d'une très mauvaise gestion de pilote, mais qui en fait qui n'est pas une très mauvaise gestion, qui est juste le fait que McLaren voulait qu'un de ces deux pilotes soit champion et a œuvré dans ce but-là, et ça a réussi.
Voilà, donc si l'autre pilote, qui est mon pilote préféré, pouvait prendre son titre, évidemment, je signe tous les jours. Maintenant, il commence la saison à domicile et on sait que les Australiens en Australie, c'est pas fameux. D'autant plus qu'il a fait un casque spécial. Il faut savoir que Oscar Piastri n'a jamais gagné un Grand Prix de Formule 1 quand il a fait un casque spécial et que généralement, quand il fait des casques spéciaux, ça se passe extrêmement mal. Donc, si on est un petit peu superstitieux, déjà, je me dis que le premier Grand Prix va pas être fameux. Mais après, bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'y crois pas trop. Je pense que le titre. Pour moi, la véritable équation, c'est enfin, l'inconnu de l'équation, pardon, c'est Ferrari. Je ne sais pas qui sera le plus en vue, qui sera le mieux au niveau du titre, parce que c'est des voitures qui correspondent beaucoup mieux au pilotage de Lewis Hamilton que la réglementation avec l'effet de sol. Donc je ne sais pas qui s'en sortira le mieux entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Je pense que ça va être décisif, mais que en fait, au vu des deux pilotes, Ferrari risque aussi de refuser de faire un choix entre les deux et ça peut peut-être leur coûter le titre parce qu'à mon avis du côté de chez du côté de chez Mercedes on va tout mettre sur George Russell et donc du coup voilà il y aura on va œuvrer pour sa victoire à lui étant donné que je pense que ce sera le mieux placé en tout cas en début de saison. Maintenant à voir qui de Leclerc ou Hamilton s'en sort le mieux. Voilà, si c'est serré et tout, quelles décisions seront prises, je pense que ça va être un grand facteur, mais ouais je pense que si je devais établir un top 3 je mettrais ces trois là. Après je pense rapidement que Verstappen va revenir dans les débats, bien évidemment, si c'est pas barré en cours de saison parce que la réglementation le fait chier, ce qui est franchement possible. Donc on verra comment ça évolue. Enfin, je pense pas qu'il quitte non plus en pleine saison, mais bref, à mon avis, si vraiment Non, il sent en pleine que saison, ça risque pas d'arriver. La fin de saison, peut-être, mais oui, pas en en pleine pleine saison, saison. non. J'y ai ça beaucoup plus pour la blague que le premier degré. Oui. Mais oui, je pense que ça va être intéressant à suivre Max Verstappen sur cette saison et surtout les déclarations qu'il va faire au cours de la saison parce que effectivement, ça pourrait potentiellement présager un départ, un départ à la fin de la saison. Voilà, et puis bref, donc on verra bien ce qui se passe. Mais donc ouais, pour le titre pilote, je dirais au début de saison, je pense que ça va jouer entre Russell et les Ferrari, et qu'après, petit à petit, ça va venir dans la bataille, et puis on verra qui va exploiter au mieux la réglementation, parce qu'en fait, vu la place qu'a la batterie dedans, on est limite même pas sur qui pilotera le mieux, on est sur qui comprendra le mieux comment, comment gérer sa batterie et qui l'utilisera le mieux. Donc ça va jouer beaucoup. Il ne faut pas, je pense, sous-estimer cette dimension-là dans le pilotage. Voilà. Moi, sur la réglementation, c'est vrai que je suis un peu inquiet pour tout ce qui touche au moteur. J'avoue que en ce qui concerne l'aéro, bon, moi, je trouve ça pas mal, honnêtement. Enfin, moi, je kiffe bien le principe d'aéroactive, en vrai. Enfin, je trouve que c'était une très bonne idée. Et que dans tous les cas, en fait, avec les FlexiWing et tout, enfin, ils avaient déjà commencé à jouer avec ça. Donc, en fait, autant en faire un truc officiel dans le règlement. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, ouais, avec les moteurs, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, et sinon, ouais, constructeur, un peu comme toi. Et après, si on parle un peu plus du midfield, moi, les écuries que j'aime dans le midfield, c'est vrai que il y a As, qui est une écurie que j'apprécie, d'autant plus avec le projet qu'ils ont. J'avoue que je suis très curieux de voir le projet Audi aussi, même si bah, c'est sur le long terme et tout, qui, moi, est un projet qui me séduit beaucoup, même dans les pilotes et tout, enfin, dans l'entourage des pilotes, etc. Enfin, Binotto, tout ça, Whitley, enfin, c'est quand même un projet que je trouve assez séduisant et j'ai hâte de voir où ça va aller. Et effectivement, Williams, je pense que quand tu es fan de F1, tu as un peu envie que ça fonctionne pour Williams et de les voir revenir au niveau où ils étaient dans leurs années glorieuses. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça sur ces trois écuries-là. Après, bah, forcément, la curiosité oblige pour Alpine. Mais je sais pas, après la saison dernière, j'avoue que j'en attends pas énormément. Voilà. Et du coup, j'enchaînerai avec mes attentes et mes pronos pour Melbourne. Comme ça, après, je te laisserai faire de même et conclure. Je pense que la pole position va être décrochée par George Russell, à part si Kimi Antonelli crée la surprise, mais en tout cas, je pense qu'on aura une Mercedes en tête.
Voilà, les Ferrari seront pas loin. Et personnellement, je pense que ça va quand même se battre, même dès ce premier Grand Prix, entre Mercedes et Ferrari en piste pendant le Grand Prix. Je pense que il peut y avoir un truc, déjà une première bataille entre les deux. Mais je vois quand même une Mercedes s'imposer. Comme ça, je dirais plus George Russell, mais après, c'est un peu le choix évident. Voilà, et je pense honnêtement que il y aura au moins genre 8-9 DNF. Voilà, ça c'est un peu ma prédit, un peu osé, on va dire, pour cette première course. Bah écoute, moi juste pour reprendre vite fait un peu mes attentes et mes envies pour cette saison, tu parlais notamment de Haas, moi c'est un projet que j'aime beaucoup, notamment avec l'implication de plus en plus grande de Toyota. Toyota quand même prestige en sport auto, allez voir en endurance tout ce qu'ils ont gagné, c'est quand même impressionnant, et du coup avoir une écurie comme Haas avec un tel support d'un constructeur aussi important que Toyota. Quand j'avais vu l'annonce, c'était en 2024, je crois que ça s'est fait, j'étais super content, notamment en plus bah, en sachant qu'Esteban allait signer là-bas. Moi, cette saison, oui, il y a Esteban que j'ai beaucoup surveillé parce que saison compliquée l'année dernière, c'est bien commencé, mais après, ça a fait que aller vers le bas. Donc j'espère pour lui, parce que c'est quand même un excellent pilote, personnellement c'est un de mes pilotes préférés. J'espère le voir rebondir. Williams aussi, j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est une écurie avec laquelle j'ai personne à la tâche, que c'est une écurie que je sais ce qu'ils ont, à quel point ils ont performé dans leurs années glorieuses. Je sais aussi à quel point ils ont côtoyé les bas-fonds, où ça a été très compliqué pendant ces années. Et là, de les voir au fur et à mesure remonter, moi je suis content. Et forcément, James Valve, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Albon et Sainz, c'est pas forcément des pilotes pour lesquels j'ai une grande attache ou une grande affection ou quoi. Mais je suis content de voir ce projet dans la direction où ça va. Et je me dis que ça peut que aller dans le bon sens. Et après, pour le top 4, tu parlais de Max. Moi, Max, de toute façon, moi j'avais fait un tweet là-dessus sur Twitter. Max, l'année prochaine, on se retrouve au 6 heures de Spa, ok? Parce que t'auras quitté du coup la Formule 1. Je dis ça en rigolant parce qu'en plus, cette saison, il va faire les 24 heures du Nürburgring en GT. Ce mec est taré, mais qu'est-ce que c'est drôle de voir un pilote comme ça qui est tellement à l'encontre du système de la Formule 1 en mode j'en ai rien à faire. Quand il dit je m'en fous, moi j'ai des titres, j'ai des victoires, je me barre quand je veux. Vas-y mec, je te serre la main, vas-y, t'es le roi, t'es le roi. J'adore le perso de Verstappen. Ouais, Max menace toujours comme d'habitude, faut le surveiller. McLaren, on verra. Et tu parlais du coup de ce qui s'est passé la saison dernière, et tu parles aussi du coup des choix de Ferrari qu'ils devront faire entre Lewis et Charles. C'est un truc que j'ai un peu envie de moins voir cette saison. C'est du coup les décisions d'équipe qui entravent la performance en piste. Je repense par exemple à Monza l'année dernière. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, Hugo, mais c'est vrai que ce qui s'est passé à Monza, ça m'a beaucoup déplu de voir ça en piste. C'est pas quelque chose que j'avais envie de voir, d'avoir une performance sportive qui soit entravée par des décisions. Et surtout on sait pertinemment que si ça avait été l'inverse, il n'y aurait pas eu de consigne d'équipe. Mais bon. Je sais pas, parce qu'il y a déjà eu des trucs comme ça avec Oscar où c'était dans son sens en 2024. Donc bon, on a toujours cette image de ils sont pro Norris et contre Oscar. Je pense qu'il y a plus de nuances que ça pour pas être dans un truc vraiment pas nuancé. Mais oui, il y a beaucoup de décisions qui sont dans le sens de Norris l'année dernière, ça on va pas se mentir. Mais c'est juste un truc que j'ai pas trop envie de voir cette année parce que je me dis, c'est tellement dommage d'avoir des performances en piste où des fois t'as des courses extraordinaires qui peuvent se passer, mais t'es juste dégoûté par une décision qui est extra sportive, enfin pas extra sportive, mais qui ne vient pas d'un pilote. Et ça gâche toujours un peu le truc, donc j'espère un peu moins voir ça dans cette saison en Formule 1. Et je pense que ça bénéficiera à tout le monde. Et pour parler du coup de mes pronos pour Melbourne, je vois bien, comme tu disais, une pole de George, même si je trouve que c'est encore compliqué parce que c'est tellement l'inconnu, cette nouvelle réglementation, que je pense que les premiers essais, on aura un avis un peu plus développé sur ce qu'on pourrait voir durant le week-end. Mais je vois bien un truc, tu sais, en mode, c'est un truc que George adore faire, c'est en essai, il est pas premier, et il arrive en qualif, et il fait P1, Q1, P1, Q2, P1, Q3. Je sais pas pourquoi il adore faire ça, mais je vois bien un truc en mode, t'as les Ferrari, P1, P2 dans chaque essai libre, t'arrives en qualif, c'est George qui a la pole. Et pareil, peut-être pâté en piste, je pense que c'est un truc qui est possible et qu'on peut voir. Après, est-ce que ça sera sur tout le Grand Prix? Je sais pas, parce que faut voir aussi les pneus, comment ils tiennent, parce que Pirelli, toujours la grande interrogation avec ce qu'ils sont capables de faire avec les pneus. Mais ouais, je sais pas si c'est vraiment ce que je prédis, mais ce que j'ai envie de voir forcément. Mais allez, on va dire victoire de George. Kimi peut-être sur le podium, je sais pas. Kimi, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire aussi cette saison. Mais allez, on va dire P1 George avec une P3 de Kimi et entre les deux t'as un pilote Ferrari. Est-ce que t'as encore des choses à rajouter, Hugo?
Non, écoute, je pense qu'on peut conclure. Voilà, les essais libres 1 sont littéralement dans 3 heures au moment où on finit d'enregistrer. Euh, donc voilà. Littéralement, là, je regarde l'heure sur mon ordinateur, il va être 23h11. Les essais sont quoi, 2-3 heures du mat, un truc comme ça? 2 heures et demie. Punaise, c'est vraiment dernière minute, mais c'est pas grave, on est là, on est là. Non, mais bien évidemment, en plus, j'aurais été devant si jamais je ne me levais pas à 7 heures demain pour aller travailler. Donc voilà, non, ça va bien dormir, clairement. Ah Mais mais je regarderai ça demain en replay, bien évidemment. t'inquiète pas, moi j'ai pas de taf, je compte pas me réveiller pour les essais libres, hein. Ça va regarder le replay avec mon petit déj. J'ai trop hâte qu'au bout de 10 minutes, on m'annonce que les deux Aston Martin ne prendront plus part à la séance parce qu'ils peuvent plus rouler. Ça va être quelque chose. Le petit déj demain matin, j'ai hâte. J'ai très très hâte. Mais bah écoute Hugo, si t'as plus rien à ajouter, je pense qu'on peut conclure ce premier épisode, voilà. Euh, N'hésitez pas, vous, sur les réseaux, si vous voulez nous partager vos avis, ce que vous pensez de cette saison, ce qu'on va pouvoir voir, ce que vous avez envie de voir, ce que vous aimeriez voir, ce que vous avez moins envie de voir. Je pense que ça peut toujours être intéressant. Hugo, merci à toi pour cet épisode. Et bien, merci à toi, Céleste. Voilà, c'était un premier épisode. Bon, on est arrivé un petit peu en retard. C'est vrai que il aurait mieux fallu, je pense, qu'on décompose un peu plus les thématiques de cet épisode. Mais donc, c'était un peu fourre-tout. On essaiera de faire Oui, plus concis sur les prochains. Mais voilà, je pense que c'était intéressant quand même de revenir sur tous cette pré-saison. C'est toujours chargé les essais, mais encore plus là quand il y a un aussi gros changement de réglementation. Donc c'est normal que ce soit long. Mais après, quand je pense sur des épisodes un peu débrief de Grand Prix, ce sera beaucoup plus court et voilà quoi, un peu moins fourre-tout et un peu moins tunnel. c'est ça. Là, on était plus sur un format un peu free flow où en fait, on avait parlé d'un plan au début vidéo, on l'a pas trop suivi, entre guillemets. Mais oui, c'est parce qu'aussi, normalement, on aurait dû faire un épisode que sur les essais hivernaux, mais niveau planning, on n'a pas eu le temps. Donc c'est pour ça qu'on a fait une partie là-dessus, qui a été la plus grosse partie de cet épisode. Mais oui, je pense qu'après, pour les débriefs de Grand Prix, on sera sur des choses un peu plus courtes, parce que bon, je pense pas que vous ayez envie de vous taper plus d'une heure. Je pense que l'épisode va faire 1h20-25, un truc comme ça. Je pense pas que vous ayez envie d'écouter 1h20-25 à chaque fois. Donc bon, on essaiera de faire plus concis. Puis évidemment, comme l'a dit Hugo, premier épisode, faut aussi qu'on voit un peu comment on veut structurer le podcast, on veut structurer les épisodes. Et puis voilà, Hugo, Oui. t'as un truc à rajouter ou pas, je sais pas. Non, non, rien à rajouter. Merci d'avoir écouté. Parce que si vous êtes arrivé jusque-là, franchement, c'est assez exceptionnel. Et puis voilà, on essaie de se retrouver très vite pour le débrief de Melbourne. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. Normalement, bah du coup, Grand Prix, 5h du mat dimanche. Punaise, 5h du mat, ça veut dire un réveil à 4h50 un dimanche. J'ai beau être chômeur, ça m'emmerde déjà, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça va. Je peux dire qu'après les 2 semaines que je viens de passer là, ça va. Je pense que ça va rompiche très fort à 5 heures du matin. Euh, et que je verrai ça à l'image de ce que tu as dit juste avant au petit-déj. Voilà. Je pense que ça va être le petit-déj le plus mouvementé que toi de ta vie, je pense. Ah, mais je vais recracher ce que je suis en train de manger à chaque seconde. Je pense qu'il va se passer dinguerie sur dinguerie. Mais vraiment, genre, je pense que je ne vais même pas ouvrir mon téléphone. Parce que, genre, quand je dors, je mets mon téléphone en mode avion. Je pense que le mode avion ne va pas disparaître tant que j'ai pas fini de regarder le replay, clairement. Bah oui, forcément, parce que ça va être tellement rocambolesque que personne n'arrive, entre guillemets, à prédire ce qui va se passer. Donc bon, on verra bien. Mais ouais, merci à toi Hugo. Merci à toi. Bah merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Puis à la prochaine.